vous nous racontez un paysage. Il a fallu 1 heure pour que le mot biodiversité soit prononcé. En fait, moi j'ai eu l'impression de me retrouver dans la nature façon l'époque classique française, c'est-à-dire la nature comme objet, et non pas comme sujet. L'enjeu pour nous, c'est de changer le regard sur la nature, et on voit toujours l'empreinte humaine qui organise une autre forme, plus adaptée au mode et au goût du jour. On ne fait pas place à la nature dans ce que vous nous montrez. Le projet, c'est pas ça. On vit avec dans une forme différente. Les agriculteurs le disent très bien. En gros, il y a un arbitrage entre des considérations esthétiques urbaines et des usages agricoles, gestion du risque pour la ville de Genève. Sauf que là, nous sommes une confluence de 2 rivières, le Drac et l'Isère. On se prend un rêve. Nous avons une école d'ingénieurs qui est héritière de celle qui fait les barrages et qui gère les risques. Déjà projeter ce film-là serait une forme de révolution mentale dans leur regard, leur façon de faire. Mais vous ne parlez pas, le projet apparemment n'est pas une histoire de nature, c'est une histoire de paysage. Et l'image qui résume tout, c'est le personnage principal qui vient avec un livre sur le chantier. Alors là, moi je ne suis pas architecte de formation ni urbaniste, mais ça, en fait, il a raconté à la fin, 6 ans, il a fait un rêve, il a réalisé son rêve d'enfant, si j'ai bien compris. Alors, mais je comprends une chose dans votre remarque, que j'ai aussi senti dans le processus du film, c'est que moi j'ai remarqué, j'ai découvert quand ils l'ont fait, c'est que au départ, toute la région genevoise, ce projet est né dans les années 2000 environ, quand il y a eu la nécessité, même un peu avant, il y a eu la nécessité de faire un inventaire des cours d'eau et des problèmes de pollution de l'eau. Et ce n'était pas directement un problème de la nature elle-même, c'était vraiment une question de la gestion du territoire. Genève est un tout petit territoire et il y avait ce problème de pollution qui n'est pas seulement dans l'air, mais c'est aussi dans d'autres cours d'eau qui avaient été hyper exploités, qui avaient été trop de proximité avec des zones d'épuration ou de l'industrie ou des logements et ces choses-là. Et il y a eu cette grande réflexion qui a été menée par Robert Kramer, qui était un élu écologiste, un des premiers qui était rentré dans les exécutifs sur le canton de Genève, donc au niveau départemental, on va dire, de la région genevoise. Et lui, il a vraiment donné une impulsion pour mettre à table ensemble les différents acteurs. Mais dans ces années-là, ce que moi j'ai compris, c'est que la question de la nature telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, ou en tout cas essayer d'imaginer la chose, elle était totalement assujettie, elle était l'instrument de la main de l'homme. Et ce projet, il est né de ça. Parce que c'est dit dans le film, peut-être que ça apparaît pas assez clairement, mais oui, il est déjà assez long, je ne vais pas encourager des choses, mais là où l'air se verse, à la fin, elle arrive dans l'Arve, donc qui est la rivière qui vient de Chamonix. C'est dans la région qu'on appelle Praille-Acacia-Verneuil maintenant, qui est le grand développement du centre urbain de Genève, où il y a un grand projet, il va y avoir à peu près une dizaine de milliers de logements qui vont être faits, il y a des industries qui sont pour l'instant là, mais qui vont être déplacées. C'est un grand déplacement du centre vital de Genève, qui va quitter un petit peu le centre bancaire pour cette partie-là. Et cette région-là, c'est là où il y a le port-franc aussi, où il y a différentes infrastructures. Et le projet, c'est pas pour rien qu'il a été dans toute cette renaturation, restauration, comme on veut l'appeler, de l'air. La grande partie de la digue est presque l'élément fondamental. C'est ça qui a donné l'argent. Et l'argent, il vient des assurances. En fait, c'est les assurances au niveau national et régional qui ont financé près de 50% de l'ensemble du projet. Et ça répond sans doute à votre remarque. C'est qu'on voit bien que les acteurs sont des acteurs qui sont d'abord des acteurs de l'économie. C'est qu'ils ont peur que si, avec le dérèglement climatique dont on ne parlait pas encore en les termes qu'on en parle maintenant, mais il pourrait y avoir une crue centenale, effectivement, avec plus de 100 mètres cubes, et ça pourrait mettre à risque toute cette région du centre-ville de Genève. Donc l'élément central est l'élément de la digue, tel qu'il a été dessiné, qui s'est développé. Et ensuite, le concours a été, sur invitation, remporté par le bureau ADR et piloté par Georges Descombes, qui lui vient avec son imaginaire, son enfance, son récit, mais il a été extrêmement critiqué, même sur Genève aussi. C'était compliqué parce que, effectivement, comment on va rendre de la nature alors on met du béton, mais
faut bien se rendre compte que le projet principal, qui était le moteur économiquement d'un projet comme ça, il faut quand même, ça coûte cher, et ça se termine maintenant, hein, ils ont terminé la partie sur Saint-Julien l'année dernière, et bien c'est des dizaines de millions d'euros qui sont investis, et seulement une petite partie par les collectivités publiques. Et donc ça modifie forcément l'idéologie qui est sous-jacente à un projet comme ça. Mais moi, je ne peux pas vous donner plus de détails sur ça, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'aller plus loin dans cette réflexion. Mais après, c'est aussi une idéologie de la primauté de l'homme dans la nature. C'est des choses, moi, je n'ai pas les réponses face à ça. Donc là, le projet vient de se terminer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui est sur 10 ans, même plus. Ouais. Plus 15 ans, en fait. Ouais, 15 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, donc 15 ans après, comment est-ce qu'il a donné lieu à d'autres projets de renaturation ou de restructuration d'une rivière? Est-ce que ça a fait modèle? Est-ce qu'au contraire ça a fait débat, en dehors de l'économie bien sûr du projet? En termes de visite internationale sur le site par des chercheurs qui viennent poser la question de comment on renature ou on crée une rivière, il y a énormément de fréquentation et beaucoup de discussions à ce sujet-là. Par contre, sur la question du travail lui-même, j'ai plutôt suivi ce qui s'est fait avec le bureau des biologistes Biotech, qui est une des équipes qui a été mandatée, mais enfin il y en avait plusieurs, il y en a beaucoup qui font ce travail-là. Et ils ont aussi travaillé dans d'autres, ils ont travaillé aussi à Bâle, dans toute la zone où ils ont rendu aussi de l'espace au Rhin, donc aussi dans des zones plus grandes. Et il y a cette discussion-là dans des petites rivières aussi qu'ils ont fait dans le Jura. Dans le canton de Genève, il y a la Versoix qui a aussi été revisité, il ne s'est pas terminé, c'est plus compliqué parce que les parcelles sont déjà plus distribuées. Après, il y a en Suisse, il y a ce projet de la correction du Rhône, hein, qui est le grand projet qui va se mettre en place, qui est encore en négociation. Et là, alors la nature est complètement exclue, parce qu'on est vraiment dans une négociation au centimètre près de la terre qu'on va prendre à l'agriculture, qu'est-ce qu'on doit sécuriser, qu'est-ce qu'on va donner pour prévoir éventuellement des crues plus grandes. Et là, on est vraiment dans un débat assez compliqué entre donner de la liberté à un fleuve, enfin, qui est encore un torrent de montagne, mais un peu plus large, et ce qu'on voudrait qu'il soit plus libre. Et en même temps, voilà, c'est la plaine du Rhône, c'est la seule surface horizontale d'un canton quand même assez important qu'est le Valais, dans lequel il y a des habitations, il y a des industries, voilà. Et donc ces débats-là, ils ont jamais été tellement répercutés, je sais, au sein des commissions. Ce sont des commissions essentiellement ingénieuriales, et donc la réflexion sur comment travailler même au niveau sociologique avec les riverains, etc., ne se fait pas avec la même... Ça a été très conflictuel au début, les parlementations avec la ferme des Bois. Jean-Daniel Chevalet en parle un peu, mais il est devenu lui un des plus grands défenseurs du projet. L'agriculteur qu'on voit dans le film, c'est lui qui a réussi à convaincre tous les gens de la région de céder une partie de leur terre, ces 80 mètres, qui devaient être au départ 300 mètres, effectivement. Donc il y a ce débat-là, il a essaimé beaucoup dans le milieu, on va dire, académique, hein. Il y a eu beaucoup de publications, régulièrement je vois le film qui est demandé, qui est présenté, mais en termes pragmatiques, politiques, de comment est-ce qu'on pense le nouvel aménagement du Rhône, en amont du lac Léman, non, pas beaucoup. Nos étudiants, nous aussi, de plus en plus, en fait, on filme. On utilise l'image animée. Est-ce que filmer l'eau, c'est quand même pas si simple? Est-ce que tu peux peut-être nous, je sais pas, c'est des conseils ou de dire un peu comment tu t'y prends? Parce que filmer un paysage d'eau, enfin, ne serait-ce que l'écoulement, ne serait-ce que enfin voilà, comment rendre compte de l'eau dans un... plusieurs travaillent effectivement sur l'Isère, qui est assez grande, qui est plus grande. Voilà. Et qui est difficile d'approche d'ailleurs, parce qu'il y a une ripisylve qui est très très large et ultra sauvage, quoi. Ouais, évidemment, là, moi, j'avais l'avantage de travailler sur une mini-rivière. Hein. C'est quelque chose qui, en été, il y a des fois même pas 1 mètre cube de débit, et en hiver, dans les périodes comme ça, il y a 20 mètres cubes, donc c'est tout petit. Et en apprenant aux côtés de Georges Descombes à voir et à écouter, à sentir la rivière, avec ce parti pris de l'enfance, qui est dans tout son travail, toujours il y a la question d'amener à la sensation initiale des choses, il a toujours mis ça au cœur de son travail, de son approche, justement la question des ambiances, des atmosphères, et ça. Et bien moi j'ai pu, du fait que
tourner un film à Genève, c'est le premier film que je tournais comme ça. J'ai tourné d'autres choses sur Genève, mais plutôt pour la télévision et pas dans des délais aussi longs. Et ben, je pouvais très facilement, demain ils annoncent la pluie, je prends une caméra un peu comme ça, et puis j'y vais, quoi. Puis je regarde ce qui se passe, et puis après, il y a peut-être quelque chose, et ben, j'y retourne peut-être le lendemain. Voilà. J'ai pu faire ça pendant 3 ans. Donc effectivement, il y a un apprentissage à filmer aussi ça. Puis il y a des choses qui fonctionnent, puis qui nous disent, ah, tiens, on pourrait aller plus loin. Puis après, moi j'ai aussi cherché un petit peu ce qui s'était fait dans l'histoire de la représentation de l'eau, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites, soit en photographie, soit même si on monte à Léonard de Vinci, enfin tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont représentées ou qui nous interrogent sur les formes. Et je me suis intéressé sur la question des formes de l'eau, c'est évidemment, et de voir comment elles sont répétées à l'échelle infinie. On n'a pas besoin d'aller le cours d'eau dans son ensemble, c'est assez difficile à filmer parce que c'est grand, alors que quand on va dans le plus proche, on est plus proche de l'eau, donc c'est plus démonstratif peut-être. Ouais. Donc là, c'est toi qui demandais à Georges Descombes de dessiner, enfin de redessiner, hein, c'est ça, mais c'est des dessins qu'il a dû faire des centaines de fois, donc il y a un mimétisme entre l'eau qui coule évidemment et la main. Et la main qui dessine, mais il y a quelque chose je trouve, d'extrêmement didactique dans la façon dont il explique la fabrique du paysage, en fait. Je trouve ça très très intéressant dans le film. Donc tout était répété, il était... Voilà, enfin, on a l'impression qu'il te parlait comme il parlait aux ouvriers, etc. Donc est-ce que c'est à peu près vrai? Est-ce que c'est pas aussi, c'est peut-être pas tout à fait la même chose? Et là, il est très présent sur le chantier, on le voit, il contrôle, il ratisse. C'est de la folie. Non, ça c'est une des choses, des caractéristiques que j'ai vues. J'avais déjà suivi des chantiers, parce que dans ma jeunesse, pour payer mes études, je travaillais dans un bureau, dans une entreprise génie civil, et je faisais pendant une quinzaine d'heures par semaine pour payer mes études. À n'importe quelle heure je voulais, je vais ranger les plans et préparer les choses pour les ingénieurs. Et donc, à un moment donné, l'entrepreneur m'avait dit, Michel, toi qui fais les beaux-arts, est-ce que tu pourrais faire des archives du chantier? C'était la gare de l'aéroport à Genève. Et pendant 3 ans aussi, avec ma petite Super 8, j'ai filmé des choses. Mais j'avais pas de guide, j'étais tout seul. Et ça a été un grand fiasco, c'était une bonne leçon. C'était un beau ratage, un film de chantier un peu... Et quand Georges c'est Georges qui m'a invité à venir faire le film. Moi j'avais fait un film avant ce film-là, j'ai tourné un film avec Carmen Perrin, dont il y a une rapide mention de son nom, on est dans une séquence, qui est une plasticienne, qui est la femme de Georges Descombes, qui est d'origine bolivienne. Et on a tourné un film ensemble sur l'île du Soleil, en Bolivie, sur ses racines boliviennes et sur la question d'une artiste qui travaille dans le paysage également, et dans les traditions, dans l'histoire et dans le geste des communautés. Et Georges avait beaucoup aimé ce film, et puis un jour il m'a dit, moi j'en ai marre, je travaille que si, j'ai envie d'y avoir des artistes autour de moi. Et il avait invité aussi Rudy Dusselière, qui est un artiste sonore de Genève, qui Rudy avait pas le temps à ce moment-là de travailler sur la question de penser le son même pour les visiteurs du site. C'était l'idée de travailler éventuellement en endroit. Voilà, il ne savait pas quoi, mais il voulait inviter Rudy Dusselière, et il m'a invité. Et là, j'ai commencé à travailler avec lui. Mais on avait un pacte que je n'ai pas respecté avec Georges Descombes, ce qui fait qu'il était un peu fâché avec moi. Puis de toute façon, il ne veut pas se voir. Il ne veut pas se voir à l'écran, il ne veut pas se voir en photo, il ne veut pas se voir... il n'aime pas son image, il ne veut pas se voir. Il m'a dit, je ne veux pas me voir dans le film. Et moi, j'ai dit, on va essayer. Puis la première fois que je suis allé sur le chantier, sur le site, j'ai vu ce que vous voyez dans le film, c'est que Georges, il est partout. On ne peut pas filmer un chantier sans Georges, à moins d'y aller en dehors des heures de travail, quoi. C'est pas possible, il fait tout. Il vient, comme on le voit, j'ai raté des dizaines et des dizaines de séquences comme ça, où il faisait des maquettes en terre glaise le samedi soir pour les amener le lundi matin au grutier ou à la pelleteuse, de manière à ce qu'ils puissent voir la forme qu'il voulait. Donc il a une manière de communiquer très immédiate, et il passe très souvent, c'est pour ça que c'est assez souvent, parfois un peu conflictuel avec les autres collaborateurs, parce qu'évidemment, il passe un peu par-dessus la procédure, même avec les autorités, les budgets, c'est pas son truc, tout ça. Donc ça peut être compliqué. Mais moi, j'ai appris avec ça aussi la beauté du dialogue, et cette présence. Oui, alors, il faut bien voir que beaucoup des choses qu'il a voulu dessiner au millimètre sur le truc, à la première crue, lui-même il le dit, ça a été lavé, il n'y a plus ça. Mais ça fait rien, c'est là. Je pense que c'est dans le vestige qui a donné la forme d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. En fait, j'ai vu le film il y a 3-4 ans, et ça m'a fait exactement la même impression, cette tension à la fois entre cette collaboration tout à fait intéressante, où tout le monde apprend de chacun, entre ingénieurs, architectes, paysagistes, ouvriers, etc.
et Georges Descombes qui a une figure un peu centrale, un peu imposante. Et où on voit une petite... Enfin, moi, ça m'a fait réagir par rapport à sa place et la place historique un peu de l'architecte paysagiste. Et est-ce que c'est un peu l'objectif de film ou c'est quelque chose qui est ressorti plus tard pendant que vous le filmiez? J'avoue que ce n'était pas l'objectif initial du tout. Au départ, je ne savais pas quel film j'allais faire. C'est-à-dire que contrairement à un projet de film, normalement, on le fait en se disant on va prévoir, on va planifier, on va faire un scénario qui sera comme un plan d'architecte, qu'après on va devoir faire un devis, qu'on va devoir des subventions, et puis des fonds d'État ou des télévisions pour le faire. Et ça prend, c'est 3 ans. Jusqu'à ce qu'on nous dise peut-être que non, on ne va pas le faire. Ce film-là, dès le début, j'ai dit, Georges, moi je veux bien, mais il faut que tu m'aides à trouver des sous. Et le groupe Superposition, dans son ensemble, venait de recevoir un prix de paysagisme. Et ils avaient une somme à peu près de 20 000 euros. Et grâce à ces 20 000 euros de départ, j'ai dit, OK, moi je peux tout de suite partir, je vous accompagne au début. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, je n'avais pas d'idée du film. Mais sans doute, je l'avoue, et c'est pour moi une des forces, mais aussi une des fragilités du film, la figure de Georges Descombes, je la connaissais, j'avais déjà travaillé avec lui en 1996, je l'avais invité au Brésil pour un séminaire sur la question de l'urbanisme, des zones conflictuelles entre des problématiques de rénovation et de tensions sociales dans une ville comme São Paulo. Et j'avais trouvé déjà que son discours, son approche était pertinente, mais quand elle était suivie au moment où sa pensée jaillit. Voilà, ça me plaisait bien. Et j'avais envie d'expérimenter ça. Mais sans doute que là, mes outils de connaissances et aussi humains, et c'est quelqu'un d'extrêmement fort, Georges, si vous l'avez connu, vous savez ça, et bien sans doute que j'ai parfois été un peu mangé par cette figure dans le film. Comme lui aussi, il marche un petit peu sur les autres, on le voit d'une certaine manière, mais ce n'était pas central. Mais j'ai voulu le laisser parce qu'à partir du moment où j'ai rompu le pacte, il apparaît dans le film parce que je le vois, j'ai dit, je vais essayer de rendre hommage non seulement à lui, mais aussi aux autres. Et pour laisser la place pour les autres, il avait besoin d'être là aussi. Donc je l'ai laissé comme ça. Voilà. Je suis brésilien. Je suis étonné de l'expérience. J'habite dans une ville, c'est une île. Les gens ont construit des maisons tout proches de la mer. Et aujourd'hui, les mers mettent des sables pour augmenter la plage. C'est exactement au contraire. Ça veut dire que c'est la dénaturalisation. Et la population est d'accord avec ça. Je voulais poser la question sur la question de la culture, en fait. C'est très culturel, ça. Alors, là-bas, au Brésil, c'est plutôt, vous connaissez un peu, c'est plutôt maîtriser, en fait, la nature. C'est imposer, en fait, la volonté de l'homme, de ce qu'ils appellent le progrès sur la nature. Je voulais vous écouter un peu sur la question de la population, comment elle voit ça, ce type d'expérience qui pour nous au Brésil c'est très très loin de penser à un débat comme ça. Bon, il faut voir que l'aspect, comme je le disais tout à l'heure au début de la discussion, l'aspect purement du rapport à la nature, il est assez réduit néanmoins. C'est 1 km de long sur 80 mètres de large. Ça reste quand même très modeste par rapport au reste, parce que la question du rapport, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas de quelle région, le Sud, mais moi ce que j'ai vu au Brésil, effectivement, il y a une question différente dans la manière dont on intègre la discussion politiquement au niveau local et au niveau régional. Il y a eu une votation pour ces choses-là, pas sur le projet lui-même tel qu'il était là, mais sur quand je parlais de ce plan directeur, entre guillemets, de renaturation, d'amélioration des qualités de tous les cours d'eau sur le canton de Genève, ça c'est quelque chose qui a été discuté au niveau politique, qui a eu des votations au niveau du Parlement, pas une votation populaire, il n'y a pas eu besoin de ça dans le mécanisme de la démocratie directe qu'il y a chez nous, mais il y a une énorme concertation permanente, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant toute la première phase du chantier que je n'ai pas filmé moi, près de la ferme des Bois, il y avait dans la ferme des Bois, d'ailleurs c'était chez eux, là où ils ont une vente directe de pommes pour les habitants qui viennent acheter les pommes, eh bien il y avait un endroit qui était une sorte d'espace de présentation du projet, dans lequel les associations de riverains pouvaient venir faire
se plaindre, les paysans qu'on dessert pouvaient demander leur doléance, et il y avait une médiation qui était faite parce que c'était nécessaire d'avoir l'accord et l'appui de la population. Et aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur ça, parce qu'effectivement, c'est un endroit qui est même trop visité. Moi, j'y suis allé encore il y a 3 semaines, et le problème dans les endroits quand on parle de faire la nature, pourquoi aussi il y a une séparation entre le canal promenade et la rivière, c'était que s'il y a des espèces sauvages d'animaux, qu'on espère qu'il n'y ait pas que des canards, des colverts et des choses comme ça, mais qu'il y a un peu des espèces un petit peu plus fragiles qui n'aiment pas trop la présence de l'homme, et encore moins celle des chiens, et bien c'était que les chiens se restent sur la promenade. C'est jamais respecté, ça. Donc il y a un conflit permanent entre... Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de monde. C'est devenu un parc. Si vous y allez un dimanche ensoleillé, c'est des milliers de personnes qui sont là, qui font toutes sortes d'activités. Et donc, c'est intégré dans un espace de promenade. Et en cela, ça s'intègre dans... Il y a le livre que j'ai ici, que j'ai amené, qui sera à disposition pour vous ici. Ça remet le plan directeur, si on veut, du canal. Ça s'inscrit dans une réflexion de Maurice Braillard, qui est un architecte urbaniste genevois, qui avait développé tout un plan directeur des parcs et des traversées vertes qui venaient depuis le centre-ville, depuis le lac, si on veut, jusqu'à la campagne, de manière à ce qu'il y ait des axes de promenade, de verdure, de contact. Donc c'est une idée qui est un peu ancienne chez nous dans la réflexion de comment faire le lien entre ce noyau central urbain et ces terres agricoles et la question de la nature. Donc ça, le parc de l'Air, tel qu'il est aujourd'hui, s'inscrit dans cette continuité-là. Mais évidemment, c'est différent des situations des bords de mer. Il n'y a pas que le Brésil où il y a ce problème de l'érosion. Et là on a affaire à quelque chose qui est quand même de l'ordre des forces de la nature un peu moindre, j'ai envie de dire. Moi, je suis un master, comme la plupart de mes collègues, master urbanisme et aménagement. Et on se posait la question du coût de cette réalisation en Suisse, hein, pour nous donner un peu un ordre d'idée. Alors, je n'ai pas en tête le coût complet de toutes les étapes. Mais si j'ai regardé le chiffre, moi, ce que j'ai comme chiffre, c'était 54 millions pour cette partie que j'ai filmée. 54 millions de francs suisses, on va dire 54 millions d'euros, c'est la même chose, dont la moitié a été prise en charge par les assurances. 2 questions. La première, c'est par rapport à l'état initial, enfin, l'état bétonisé, et là où on a creusé les losanges, est-ce qu'on a fait un diagnostic de la faune et la flore qui étaient déjà sur place avant d'intervenir? Et la deuxième question, c'est aussi sur le documentaire. Je crois qu'on a vu 2 femmes, et combien de femmes vous avez rencontrées quand vous étiez en train de faire le documentaire? Alors, sur l'inventaire, sur les animaux qui vivaient, disons, sur la partie supérieure à si on a l'autoroute, et puis ce qui est en amont de l'autoroute, là, on va dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était un canal, et il n'y avait aucune faune, il y avait éventuellement des canards, mais il n'y avait rien. Par contre, dans la partie qui était plus basse, il y avait une forêt, qui était l'ancien méandre. Alors là, je sais, moi, je n'ai pas en tête les choses, mais c'était assez pauvre. En vie animale et même en différence de végétation, c'était assez pauvre ce qu'il y avait là. Ce que j'ai appris, c'est qu'avec la remise en eau, ils ont été très surpris de la rapidité avec laquelle une faune et une flore qui n'étaient même pas présentes dans la région s'est installée par les migrations, par toutes ces choses-là. En 3 ans, il y a des plantes qui n'avaient pas, il y avait des poissons, d'après ce que j'ai entendu par Alexandre Bizard, qui est le responsable des cours d'eau sur le canton de Genève, les pêcheurs. Et il m'a dit, moi je ne connais pas très bien le nom des poissons, mais ils ont vu des poissons qu'ils n'avaient jamais vus. Lui, il n'avait jamais vu là. Alors, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Tout ça, c'est des mystères. Moi, je n'ai pas accès à ça. Mais il y a eu d'un stade, c'est dit au début, c'était interdit de traverser le canal à cheval. Dans les années que moi j'ai connues quand j'étais môme, dans les années 70, 80, les chevaux n'avaient pas le droit de traverser là, parce que s'ils se blessaient, ils pouvaient attraper une maladie qui faisait qu'on devait abattre le cheval. Donc c'est une région où il y a des fermes, il y avait aussi des chevaux, des manèges, etc. Et il y avait écrit « interdit de passer pour les chevaux ». Et j'avais jamais compris pourquoi c'était interdit. C'est parce que tellement c'était pollué
qu'il n'y avait rien, c'était même interdit. Donc ça, c'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui. Au point qu'on voit des gens, alors moi je ne sais pas si je fais ça, mais qui vont cueillir du cresson pour manger des différentes salades dans la rivière. Alors que l'eau est toujours une eau... C'est intéressant peut-être de spécifier que l'air, la source de l'air, il n'y a pas une véritable source, c'est un réseau de ramifications d'eau d'écoulement du Salève. Le Salève, il n'y a pas de neige, hormis quand il y a de la neige qui neige. Mais c'est pas très haut, c'est 1100 mètres d'altitude. Et donc l'eau qui alimente l'air est essentiellement de l'eau de ruissellement des pluies. Et la crainte qu'ils ont quand il y a une inondation, c'est pas tellement que ça, comme on a un grand bassin versant qui alimenterait, mais c'est s'il y a une addition de neige, d'un manteau neigeux qui fondrait avec une grosse pluie. Et dans ces cas-là, quand j'ai filmé, il y a eu des belles crues, c'était les fois où il y avait à la fois de la neige et puis une eau qui fondait. Mais voilà, pour la végétation. Pour la deuxième question, pour la question de la présence féminine, je crois que c'est assez représentatif de ce que j'ai vu sur place, parce que c'est un monde extrêmement masculin, et il y avait beaucoup plus de personnel féminin qui travaillait dans les bureaux des ingénieurs, mais ils ne sont pas sur le chantier. Et je n'ai pas poussé plus loin mon travail pour me décentrer, pour les intégrer. Mais j'ai insisté pour essayer au moins d'avoir Corinne, qui était la chef de chantier et qui avait un rôle clé. Et que ce n'était pas facile pour elle non plus d'être là, même si je dois avouer qu'elle n'en parle pas et ce n'est pas du tout sa préoccupation, parce qu'elle fait son boulot et puis elle était là. Donc c'était une question pour moi plus que pour elle d'ailleurs, ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intrigue pendant tout ce film, hein, parce que et c'est vrai que je rejoins la ligne des questions qui vous a été posée, c'est qu'on commence par un projet, on voit bien le récit de l'articulation des savoirs et savoir-faire de toute une série de corps de métier, et on se dit, tiens, finalement le projet est un prétexte pour raconter cette histoire, oui, cette figure des cons, mais aussi... je trouve super le fait de passer du temps à regarder les ouvriers, de montrer tout le savoir-faire artisanal de ces gros chantiers, de grosses œuvres. Il y a quand même ce travail sur le dépôt des pierres, suite à la discussion des faits avec l'architecte, avec les ingénieurs. Enfin, on sent vraiment le niveau de compétence extrêmement élevé, parce que je pense qu'il faut faire ça, avoir un sacré niveau de savoir-faire. Et puis, on finit par ne plus trop savoir finalement qui est le sujet de ce documentaire. Est-ce que c'est cette figure un peu tutélaire? Est-ce que c'est ces savoir-faire qui s'entremêlent pour pouvoir transformer, créer même un paysage? Ou est-ce que c'est vraiment le récit finalement d'un projet qui nous tient tout son long, parce qu'on a envie de savoir quand même comment on va transformer cet ancien canal. Et ça, je trouve ça super d'avoir tenu jusqu'au bout ce que moi j'appelle les 3 intrigues, il y en a pas plus, c'est ma lecture. Non, mais c'est ce qui tient en haleine, je trouve, dans ce documentaire, et c'est vraiment chouette. Puis je trouvais aussi vraiment intéressant de montrer ce que ça signifie dans la réalité renaturation. Parce qu'en France, par exemple, il y a une actualité législative qui commence avec notamment ce qu'on appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui commence à envisager l'idée de... On pourra continuer à imperméabiliser des sols, mais enfin il faudra faire la preuve qu'on est capable de renaturer. Et en fait, derrière renaturation, on voit bien les questions que ça soulève, c'était la première question qui était posée, ça mélange un niveau de compétence et de technicité qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire renaturation, derrière ce mot renaturer, il y a quand même... On voit bien le capital savoir et savoir-faire qui est derrière, qui est impressionnant, tout particulièrement lorsqu'il s'agit des cours d'eau. Et cette tension-là, je trouve qu'elle est extrêmement bien mise en exergue. Il y a autre chose que je voulais vous demander, c'est parce que d'un point de vue strictement technique, j'ai beaucoup apprécié ces espèces d'axonométrie dynamique numérique qu'on a au départ, avec les différentes couches qui apparaissent progressivement. Je trouve que ça rend vraiment extrêmement lisible le territoire, le périmètre d'action, en tout cas pas pour le coup, c'est pour le projet, mais ça sert bien de la narration, je trouve. Et puis c'est vrai peut-être qu'on comprend mieux à la fin pourquoi, dans le fond, ceux qui ont l'usage de ce territoire sont peut-être moins présents, parce que c'est peut-être pas l'objet de l'intrigue. Mais c'est vrai que ça donne envie de prolonger l'intrigue, c'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant le paysage il a été façonné, maintenant il est employé, il a ses propres représentations, puis on a envie de savoir
qu'est-ce qu'il en est sans ses créateurs. Et c'est peut-être le volume numéro 2 du documentaire. C'était pas une question, mais c'était un remerciement un peu long. Merci. Petite précision, parce que ça c'est important, c'est la question des ouvriers. Moi évidemment voilà, aussi ma marotte un peu de filmer les gens au travail. Je trouve que c'est très beau, toujours. Il y a toujours un savoir qui m'échappe et qui nous échappe. Et là, en l'occurrence, les équipes qui ont fait cette phase-là sont les mêmes qui avaient fait la première phase en 2002, qui était une phase test, qui était un tout petit bout, où ils ont essayé des techniques. Pas de faire les losanges, mais ils ont essayé des techniques sur le type de fascine, de comment travailler entre les enrochements et ces choses-là. Et cette petite partie-là, les ingénieurs, les architectes, il y a eu une entreprise qui a été mandatée et ils ont fait question pour essayer de garder et de faire un consortium où ils ont pu garder l'essentiel des contremaîtres et des ouvriers qui savaient exactement ce que ça signifiait de poser un bloc ou comme on le voit, de creuser, etc. Ce qui fait que le dialogue était évidemment beaucoup plus facilité parce que c'est plus facile de discuter avec quelqu'un qui va aplanir une plaine quand il comprend et qu'il a déjà une confiance avec l'architecte plutôt que de quelqu'un qui, dans les machines d'aujourd'hui, ils ont un niveau dans la machine et puis ils mettent la musique et puis ils passent leur journée. Alors c'est au cordeau, c'est parfait, mais il n'y a pas forcément les mêmes échanges. Et ça, je sais que c'est né d'une collaboration qui était souhaitée, qui a été défendue même au point que quand il y a eu les adjudications des chantiers, c'était une des choses qui était discutée et qui n'était pas évidente parce que c'est le libre marché, c'est le moins cher qui remporte la mise. Je propose qu'on arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Super. Merci.